parler du perceptron. Donc le perceptron, c'est la composante principale des réseaux de neurones, c'est l'outil de base derrière tous les systèmes dits d'intelligence artificielle basés sur des réseaux de neurones. Donc pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnent ces outils-là, l'idée c'est de regarder comment fonctionne son atome le plus simple, son élément le plus simple, dans le détail. Donc, première partie théorique. L'objectif est assez simple, c'est de se faire un petit système qui a pour but de prédire si on doit mettre une veste ou non, en fonction de la température, du risque de pluie et du vent. Donc c'est une petite expérience de pensée. On imagine qu'on a la possibilité de récupérer ces trois informations-là. Et ce qu'on veut, c'est faire en sorte de créer une intelligence artificielle qui sera capable de déterminer si je dois mettre cette veste ou non en fonction de ces trois facteurs. Alors on va regarder comment est constitué le perceptron et de quoi il est fait. Donc un perceptron, ça ressemble à ça, c'est une manière de le représenter. Acteur premier, les entrées. Donc les entrées, on vient d'en parler, ce sont les trois composantes météorologiques pour déterminer si on doit mettre une veste ou non. Donc la température, le risque de pluie et le vent. Donc ce sont des chiffres, hein, en degrés, en pourcentage et en kilomètres/heure. Première composante, donc, les entrées. Deuxième composante, quelque chose qu'on appelle les poids, W weights en anglais. Les poids. Ensuite, on a l'activation. Donc l'activation, c'est quelque chose sur lequel on va un petit peu s'attarder. Et puis, pour finir, la sortie, autrement dit la prédiction, qui est capable de me dire si je dois mettre cette veste ou non. Mettre une veste, ce sera la valeur 1, par exemple, et ne pas mettre de veste, ça sera la valeur 0, par exemple aussi. Si on récapitule les différents acteurs qu'on vient de voir, on a des entrées, donc une source d'information, dans notre cas le contexte météorologique. Ensuite des poids, qui sont des valeurs de pondération initialement aléatoires. Ça veut juste dire que c'est des chiffres aléatoires. Une fonction d'activation qui est une fonction non linéaire, ça on va regarder aussi. Et puis la sortie qui est la sortie de cette fonction d'activation. On détaille tout ça. L'utilisation de ce système. Première chose à faire, donc on a découpé ça en deux grandes parties. Là, sélectionné en bleu sur l'écran, c'est la première partie, la première phase de l'utilisation de ce système. Dans cette première phase, on va faire ce qu'on appelle la somme des produits, sum of product. Cette somme des produits, c'est le produit de l'entrée fois le poids qui correspond, auquel on ajoute le produit de l'entrée fois le poids qui correspond, etc. Donc là, en l'occurrence, dans cet exemple, on aurait 5 degrés, 60% de risque de pluie et un vent de 50 km/h. Quand on multiplie les entrées et les poids et qu'on les additionne, ça nous donne ce qu'on va appeler ici un SOP, Sum of Product, somme des produits. Les poids, comme on l'a dit, sont des chiffres aléatoires qui sont compris entre -1 et 1. Deuxième partie, la partie fonction d'activation. Donc une fonction d'activation, dans ce cas précis, c'est ce qu'on appelle une fonction seuil. Donc là, il ne faut pas paniquer. C'est tout simplement, si on regarde ici, la valeur de cette fonction. Si le x il est supérieur à 0, cette fonction va nous renvoyer 1. Si le x est inférieur à 0, cette fonction va nous renvoyer 0. C'est tout. Donc, je l'ai écrit ici. Si x est supérieur à 0, alors la fonction renvoie 1. Si x est inférieur ou égal à 0, alors la fonction renvoie 0. Le x, en l'occurrence, c'est notre SOP, la somme des produits. Donc on peut résumer la mécanique en disant qu'on donne SOP, cette somme des produits, à la fonction d'activation et que ça nous donne une prédiction qui sera donc soit 0, soit 1, puisque c'est la seule chose que peut nous donner cette fonction. Petite phrase
pour verbaliser ce qu'on vient d'expliciter. Faire une prédiction, c'est additionner la multiplication des entrées avec leur poids respectif et passer le résultat de cette addition dans une fonction d'activation. Donc c'est beaucoup de mots et une longue phrase pour dire ce qu'on vient de faire là. Version numéro 2, un peu plus courte. Une prédiction, c'est l'activation d'un produit scalaire, mais un peu plus abstraite. Version numéro 3, version condensée en notation mathématique. La prédiction, le bazar qui est à gauche de l'égal, c'est donc égal à la somme, le sigma ça veut dire somme des produits des entrées fois les poids, qu'on a donné à une fonction d'activation. Donc c'est bien l'activation de la somme des produits ou l'activation d'un produit scalaire. Mise en pratique. Je vais donc disparaître au profit d'une application gratuite, téléchargeable gratuitement sur l'Apple Store et le Google Store. Vous avez le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Si vous voulez la télécharger, elle est gratuite, elle ne récolte aucune donnée, elle n'a pour vocation que d'être utilisée en tant que support d'explication des vidéos. Alors, l'application, si vous l'avez téléchargée, vous n'êtes pas obligé pour suivre le contenu de la vidéo. Cette application, elle se lance et donc on voit plusieurs étapes. La première chose qu'on peut voir, c'est le produit scalaire. C'est le fameux SOP dont on vient de parler. On a une entrée, ici on a des poids qui sont tous mis à 7. Et si je fais le fameux calcul 1 x 7 plus 2 x 7 plus 3 x 7, ça nous donne 42. Et puis si ensuite je change la valeur qui est ici, ça me donne 231. Bon, c'est pas la fonctionnalité la plus excitante de l'application. Ensuite, on a une petite démonstration dynamique de ce que c'est que cette fonction d'activation seuil. Et donc si on clique sur la courbe, on peut voir en déplaçant son doigt ou son curseur qu'on obtient pour x, par exemple, à moins 0,6, un y qui vaut 0. Donc on a bien un x négatif, un y qui vaut 0. Et si ensuite je bascule avec un x positif, je vois bien que dans tous les cas, mon y, il vaut 1. Donc x positif 1, x négatif 0. Maintenant, si on met en place tout ce qu'on vient de se dire sur le perceptron, et que vous ouvrez la partie apprentissage, si on scrolle sur le côté là, hop, ça nous passe le perceptron dans un mode où on peut s'en servir. Donc si j'essaye par exemple de mettre une quantité de vent, par exemple 10 km/h, une quantité de pluie, par exemple 30% qu'il pleuve, de chance qu'il pleuve, et puis une température de 10 degrés. Dans ce cadre-là, la prédiction devrait être mettre une veste. Il fait froid, on a un petit peu de chance qu'il pleuve. Et en l'occurrence, le système nous dit, le perceptron préconise de ne pas mettre de veste. Alors on voit, si on fait la somme de 10 fois 0,168, plus 30 fois moins 0,43, plus 10 fois 0,1, on va obtenir une valeur négative, et donc la fonction d'activation va nous donner 0 en réponse. Si je rappuie dessus, la pop-up indique bien qu'on est sur l'interprétation de la prédiction. Le système ne nous donne que 0 ou 1, là en l'occurrence 0. Et en tant qu'être humain, on peut interpréter, parce qu'on a décidé que 0 c'était ne pas mettre de veste, que dans ce cas-là, le perceptron préconise de ne pas mettre de veste. On peut réessayer, on augmente encore par exemple le risque de pluie, à 80% de risque de pluie, là on est vraiment sûr de ne pas devoir mettre de veste, et là, le perceptron préconise de ne pas mettre de veste, alors que normalement je devrais être sûr de mettre une veste quand il y a autant de chances qu'il pleuve. Constat qui peut être fait, les réponses sont aléatoires, et la modification des poids est le seul moyen d'altérer la réponse. Alors pourquoi ? Parce que je vois bien que de toute façon, ce sont les poids qui conditionnent la réponse de ce petit système. Alors, on peut se poser la question de comment régler automatiquement le perceptron.
Donc on a une recette pour ça, un algorithme. La première chose à faire, c'est qu'il faut faire une prédiction. Faire une prédiction, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Une somme de produits passée dans une fonction d'activation, et ça nous donne une prédiction. Mais comme on le vient de voir, cette prédiction, elle est totalement aléatoire, puisque les poids sont totalement aléatoires. Une fois qu'on a fait cette prédiction, il faut calculer l'erreur de prédiction. Ça, on va voir comment on fait. Et ensuite, il faut mettre à jour les poids grâce à cette erreur de prédiction. Une petite analogie pour se représenter la chose. Quand on essaye de régler l'audio, faire le réglage, on appelle ça l'égalisation. En gros, les basses, les aigus, les médiums. Quand on écoute de la musique, si on essaye de changer les valeurs de ces petits potards, je vous laisse apprécier la belle animation que voilà. Quand on essaye de changer les valeurs de ces potards pour obtenir plus de basses selon la musique qu'on écoute, plus d'aigus, etc., si on tourne les boutons très vite et très fort, on a beaucoup de mal à trouver le son qu'on veut. En revanche, si on les tourne doucement et progressivement, on arrive à obtenir un son avec plus de basses ou plus d'aigus, ou plus de médium ou moins de médium, selon ce qu'on veut. Donc on règle en tournant un peu des valeurs de potard en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Si maintenant on essaie d'appliquer cette petite analogie au perceptron, il nous faut un ensemble de données qu'on appelle un dataset. Le dataset ici est représenté sous la forme suivante. On a température, pluie, vent, et au regard de ce contexte météorologique, en l'occurrence 30 degrés, 10% du risque de pluie et un vent de 10 km/h, la réponse qu'on veut, c'est 0, ne pas mettre de veste. Il fait chaud, peu de chances qu'il pleuve, pas beaucoup de vent, pas de veste. Deuxième exemple similaire, donc en gros, ça se lit verticalement, dans ce cas-là. Et ici, on a une température de 12 degrés, un risque de pluie de 5% et un vent de 20 km/h. 12 degrés, il fait froid, je mets une veste. 4 degrés, il fait froid, je suis sûr de mettre une veste, d'autant plus qu'il pleut. Donc ça, c'est un dataset basé sur le réel, avec des chiffres qui correspondent à des chiffres. Donc, on a, au regard de chaque contexte, une réponse attendue. Pour chacun des éléments, on a donc des paires de contextes et de réponses. Si on utilise maintenant ce dataset dans le perceptron, on prend le premier exemple de contexte météorologique, donc 30, 10, 10, on le met en entrée du perceptron, on calcule la somme des produits, donc 30 fois W0 plus 10 fois W1 plus 10 fois W2, on le passe dans une fonction d'activation, et ça, de manière aléatoire, puisque les poids sont aléatoires, excusez-moi, on va obtenir soit 1 met une veste, soit 0 ne met pas de veste, en fonction de l'aléatoire des poids. Une fois que cette prédiction a été faite, prédiction qui pour l'instant ne vaut rien, on va essayer de calculer l'erreur. Donc le calcul de l'erreur, c'est on prend la prédiction qui a été faite, en l'occurrence 1 ou 0, et on lui retire la valeur que nous on veut avoir. Donc là, en l'occurrence, si le perceptron nous répond 1, on lui retire 0. Si le perceptron nous répond 0, on lui retire 0. Et en fait, c'est assez simple. Si le perceptron répond la bonne réponse, s'il répond 0 alors que nous on attend 0, il a une erreur nulle, une erreur de 0. Par contre, s'il répond 1 et que nous on attend 0, eh bien on a une erreur de 1. Donc la prédiction, c'est l'activation de la somme des produits. L'erreur, c'est la prédiction moins la réponse attendue. Une fois qu'on a cette erreur, on met à jour les poids. La mise à jour des poids, c'est tout simple. Donc la mise à jour des poids, c'est le réglage des petits potards pour obtenir le son qu'on veut, plus de basses, moins de basses. La mise à jour des poids, elle est très simple. On utilise l'entrée, donc là en l'occurrence I0, qu'on multiplie par l'erreur. Donc ça ferait, pour la première entrée, 30 fois l'erreur. Et ça, on l'ajoute à la valeur de notre poids actuel. Et on va répercuter ça pour chacune des entrées et donc chacun des poids qui lui est rattaché. Donc là, pour le poids numéro 1, W1, je prends l'entrée 1, en l'occurrence 10, je lui multiplie l'erreur et j'ajoute ça au poids 1. Idem pour le poids 2.
On peut donc résumer ce qu'on vient de se dire en une phrase très simple. Pour une machine, apprendre, c'est régler des poids. Donc, l'intelligence artificielle, l'apprentissage, le deep learning, toutes ces choses-là, peut être résumées en une phrase très simple. Pour une machine, apprendre, c'est régler des poids. Tourner des potards. Évidemment, tout n'est pas si simple que ça. Le principe est aussi simple que ça. En revanche, tous ces outils-là ont besoin de beaucoup de patchs, de pansements, d'astuces mathématiques pour que ça fonctionne bien. Première astuce mathématique très simple. Si on considère que l'erreur est une erreur globale, les 3 entrées, les 3 valeurs du contexte météorologique ont généré cette erreur-là, le 1 ou le 0. Une des règles pour utiliser cette erreur globale, et puis surtout pour régler les poids, c'est de ne pas changer trop vite la valeur des poids. Si on reprend l'analogie, si vous tournez trop vite les potards pour régler le son comme vous le voulez, vous n'aurez pas le temps de réaliser correctement si le réglage est correct, si le réglage correspond à vos attentes. Donc il faut tourner les potards doucement. Pour tourner les potards doucement, c'est dans le cas du perceptron assez simple, il faut simplement prendre une petite partie de l'erreur. Donc cette petite partie de l'erreur, c'est tout simplement dire j'en prends par exemple que 2%, un tout petit peu. Ce fameux 2%, c'est une valeur très importante dans l'outil et la progression de l'apprentissage d'un perceptron. On appelle ça le learning rate en anglais, la vitesse d'apprentissage, le taux d'apprentissage. Et donc, pour apprendre doucement, on a un learning rate faible. Par exemple, je ne prends que 2% de cette erreur pour mettre à jour mes points. Je vais donc laisser la place à une superbe application gratuite et disponible sur tous les bons stores. Pour la démonstration suivante, qui est donc l'illustration de l'apprentissage, on a la partie apprentissage qui est là avec son dataset en haut, température, pluie et vent, donc à l'horizontale cette fois, avec la réponse qui est accrochée à ce contexte météorologique. On voit ici par exemple 14 degrés, 40% de risque de pluie, peu de vent, il faut mettre une veste, 10 degrés, 45% de risque de pluie et du vent à 22 km/h, il faut mettre une veste, etc., etc. Donc on a un ensemble de données comme ça, un perceptron qui est ici avec ses poids. Si je clique sur Reset, ça va remettre à jour les poids du perceptron, c'est-à-dire qu'en gros, on recommence avec des valeurs aléatoires. À chaque fois que j'appuie sur Reset, je recommence avec des valeurs aléatoires, donc j'ai un nouveau point de départ pour mon réglage. Ici, j'ai un bouton prédiction qui va me permettre de mettre en œuvre tout ce dont on vient de parler, et j'ai ici un learning rate. Le learning rate, c'est donc le petit pourcentage d'erreur globale qu'on prend. On va le régler à 0,02 pour être dans les 2% qui correspondent à ce qui a été présenté précédemment. Et on va faire une prédiction. Donc, prédiction, erreur, mise à jour, ce sont les 3 étapes. Si on regarde comment ça marche, j'ai 21, 8 et 20 en entrée. Je les retrouve ici. On les a simplement divisés par 100 parce que le perceptron préfère avoir des petites valeurs en entrée comprises entre 0 et 1. On fait donc la prédiction, somme des produits, et on la voit apparaître ici dans la fonction d'activation avec le petit rond bleu. C'est la position du SOP dans notre fonction d'activation. Vu que la position du SOP est donc que le SOP est négatif, la réponse de la fonction d'activation sera 0. S'il avait été positif, on aurait eu 1. Donc on voit bien qu'on a 0 en réponse ici. La réponse attendue pour ce contexte météorologique, c'est 0. Donc si on calcule l'erreur, ça fera 0 moins 0. L'erreur, elle est ici, là. Elle n'a pas changé. Et donc si je fais une mise à jour, je vais faire 0 fois 0,21 pour mettre à jour ce poids-là. 0 fois 0,21, ça fait 0. Donc je n'ai rien à ajouter à ce poids-là. Donc il ne bougera pas. Idem pour les poids suivants. Donc si on fait la mise à jour, on voit qu'il ne se passe rien. On a changé d'exemple. On fait une prédiction. On fait un calcul d'erreur. Et on voit ici qu'on a 1 en erreur, parce qu'il nous répond 0, le perceptron, mais nous, on voulait 1. Donc on fait 1 moins 0, et on obtient donc 1 en erreur. Cette erreur, on va s'en servir pour multiplier
l'entrée et l'erreur pour mettre à jour donc le poids. Donc une fois 0,14 et on va ajouter ce 0,14 à W0. Sauf que on n'en prend que 2%. Donc c'est une fois 0,14 dont on ne prend que 2% qu'on va ajouter à celui-là. Idem, une fois 0,4 dont on ne prend que 2% qu'on va ajouter à W1, etc., etc. On fait la mise à jour et normalement les poids devraient être un tout petit peu modifiés. C'est le cas. On continue, prédiction, erreur, mise à jour, prédiction, erreur, mise à jour. On voit que ça fait évoluer le dataset. Et si je scrolle, je vois que j'en ai beaucoup, et que donc la procédure est un peu longue. Pour obtenir un résultat plus rapidement, on a le bouton entraînement auto qui va en fait faire exactement ce qu'on a fait ici, prédiction, erreur, mise à jour, ce qui va le faire de manière automatique et un peu plus rapide. En lançant ça, on voit que les poids se sont mis à jour quelques fois au début et ensuite, les poids ne bougent plus. Alors comment ça se fait que les poids ne bougent plus une fois que on a fait quelques tours de boucle? Si on continue, les poids ne bougeront plus jamais. Premier constat, l'erreur qui est ici ne change jamais, elle est toujours nulle. C'est-à-dire que le perceptron ne se trompe plus. Si on fait un reset et qu'on appuie à nouveau sur entraînement auto, on va voir qu'au début les poids vont changer un petit peu et qu'ensuite l'erreur n'existe plus, elle est nulle, et donc les poids ne changent plus. Quand les poids ne changent plus, ça veut dire que le perceptron est entraîné. On peut visualiser cette chose en scrollant sur le côté. Si vous rappuyez sur le bouton entraînement auto, on va voir ici une chose très simple, c'est l'erreur globale du système qui baisse. Les chiffres qui apparaissent là, c'est le nombre de fois où on a montré la totalité des exemplaires de notre dataset. Donc on lui a montré tous les exemples qui sont là, une fois. Quand on lui a montré une fois, il a une erreur globale de 8. Ensuite, on recommence. On lui montre tout le dataset une deuxième fois. Quand on lui montre une deuxième fois, on a une erreur globale de 3. Donc elle a diminué, parce qu'on a réglé un petit peu les potards. Ensuite, au bout de la troisième fois, on a une erreur de 1, et au bout de la quatrième fois, une erreur de 0. Quand l'erreur générale est de 0, on ne peut plus mettre à jour les poids, puisqu'en fait, il n'y a plus d'erreur. Cette erreur étant nulle, on ne modifiera plus jamais les poids. C'est pour ça qu'ensuite, on restera toujours à 0. On peut recommencer, reset, entraînement auto, et on voit l'erreur qui diminue, cette fois un peu plus difficilement, pour une raison très simple, c'est que à chaque fois qu'on recommence avec un nouveau perceptron, à chaque fois qu'on appuie sur reset, on voit que les poids sont aléatoires, et donc c'est un nouveau point de départ pour le réglage des potards. Et on voit qu'ici, par exemple, le perceptron a du mal à trouver le réglage attendu. On a fait 100 époques, on a montré 100 fois le dataset, et il n'a toujours pas trouvé la solution. On a une espèce d'alternance comme ça. On peut donc augmenter le nombre d'époques. Donc on va autoriser là l'application à lui montrer 1000 fois quand on fait l'entraînement automatique. Donc on continue. Et là, par chance, mais vraiment par chance, on est tombé sur un cas où les réglages se sont bien passés et on est arrivé à un niveau d'erreur de 0. Si on recommence une dernière fois, entraînement auto, on voit que l'erreur converge vers 0, mais c'est long. On a un élément pour altérer la vitesse d'apprentissage. Si par exemple je passe mon learning rate à une valeur très élevée, je prends 90% de l'erreur, je lance l'entraînement auto, et là on voit que l'erreur diminue immédiatement. On recommence, entraînement auto, l'erreur est quasiment nulle au bout du deuxième coup. Voilà. Maintenant, quel constat on peut tirer de cette petite mise en pratique? Première chose, les poids sont ajustés au fil des époques. Donc à chaque fois qu'on présente l'ensemble du dataset, on met à jour les poids, et donc cette mise à jour de poids règle le perceptron et surtout fait diminuer l'erreur. Le learning rate influence la vitesse de réglage, et donc, on peut le dire autrement, le learning rate influence la vitesse de convergence du réseau
influence le temps nécessaire pour minimiser l'erreur, la faire tendre vers 0, la réduire à 0. Et donc l'erreur globale diminue. L'erreur globale diminue, on peut dire la chose suivante, un perceptron, ça minimise une fonction de coût, ça c'est l'expression mathématique. Minimiser une fonction de coût, c'est faire en sorte que, en réglant les perceptrons petit à petit, l'erreur globale tende vers 0. Deuxième mise en pratique et illustration de ce qu'est l'entraînement. Deuxième mise en pratique et représentation de ce qu'est l'entraînement. Cette fois, on va parler de ce qu'on appelle les frontières. Donc les frontières, c'est le quatrième élément de la liste. Pour représenter les frontières, on va utiliser un perceptron qui n'a que 2 entrées. Donc c'est la même chose, c'est un même contexte météorologique, sauf qu'on ne prend pas en compte le vent. On a la température et la pluie. Donc on n'a que 2 entrées. Tout fonctionne pareil. Je peux faire un entraînement automatique comme on l'a vu précédemment. Au bout d'un moment, l'erreur se stabilise, on tend vers 0, tout est pareil. Sauf que cette fois, si on scrolle sur le côté, on a cette représentation-là. Donc cette représentation-là, elle est très simple. Chaque point bleu foncé représente un élément du dataset qui correspond au fait de mettre une veste ou de ne pas mettre de veste. Si on veut savoir à quoi ça correspond, on peut venir changer les valeurs qui sont là. Et je vois qu'en changeant, par exemple, la température qu'ici, le rond bleu qui était là a bougé. Si je lui mets 80, on voit ici que le rond bleu se situe à cet endroit-là. Donc pour une température de 80 degrés, un risque de pluie de 90%, on préconise de mettre une veste. Le dataset n'a aucun sens, on va essayer de le rendre un peu plus raisonnable. Température de 8 degrés, 90% de risque de pluie, on met une veste. Très bien. La chose est identique pour les ronds bleu clair. Si ici, je change et que je mets 2 degrés, je vois que la température est ici, avec 8% de risque de pluie, je ne veux pas mettre de veste. On va remettre le dataset en ordre. Quand il fait 20 degrés et qu'il y a peu de chances qu'il pleuve, on ne veut pas mettre de veste, effectivement. Donc ça, c'est la représentation du dataset sous la forme graphique. Si maintenant je fais un entraînement, prédiction, erreur, mise à jour, prédiction, erreur, mise à jour, donc on sait que c'est un petit peu long. On va voir au bout d'un moment apparaître ce qu'on appelle la frontière. La frontière, c'est une droite qui va séparer les 2 couleurs de points de manière équitable, de manière, on va dire, efficace. Et on voit ici qu'on a une première tentative du perceptron de séparation donc de ces 2, on appelle ça des nuages de points, de ces 2 couleurs de points. Et à chaque fois que on va mettre à jour les poids de notre perceptron, le réglage change. Le réglage changeant, la frontière change également. Une fois que le perceptron a trouvé sa place, a minimisé la fonction de coût, ne fait plus d'erreur globale, la frontière est figée, elle est fixée. On peut lancer un entraînement automatique, elle ne bougera plus. Si on fait un reset, qu'on change le learning rate, pour avoir un learning rate un petit peu plus lent, je lance un entraînement automatique, et je vais voir que la frontière, petit à petit, en théorie, devrait trouver sa place. Donc on a vu ici une progression plus lente de la position de la frontière pour séparer au mieux les 2 nuages de points qui correspondent à mettre une veste ou ne pas mettre de veste. Constats qui peuvent être faits, il est possible de visualiser donc l'apprentissage, c'est ce qu'on vient de faire. Donc il y a 2 choses, il y a la représentation du dataset sous forme de points, de couleurs sur un plan, et puis il y a la visualisation de l'apprentissage qui consiste à représenter la frontière du perceptron qui vise à séparer ces points. La frontière sépare de manière linéaire les nuages de points,
Autrement dit, on fait une droite pour séparer les points. Et dernier constat, la frontière passe toujours par l'origine. L'origine, c'est tout simplement en bas à gauche, 0, 0. Donc dans notre cas, la frontière passe toujours par l'origine. Et si, donc on refait un entraînement, mais cette fois, on va réduire un petit peu le learning rate pour que ça aille plus vite. Cette fois, je change mon jeu de données et je mets le jeu de données vertical. Donc là, ça ne correspond plus à rien, ça ne correspond plus à un contexte météorologique, c'est juste pour disposer les points d'une manière différente. Je l'ai appelé vertical parce que nous, humanoïdes, on est tout à fait capable de déterminer que ce qui sépare le mieux les deux nuages de points, c'est une droite à peu près au milieu ici. Et donc ce qu'on voudrait, c'est que notre perceptron il fasse une droite verticale ici. Si on lance un entraînement automatique, on peut se rendre compte que le perceptron cherche, autrement dit, on tourne les potards dans tous les sens pour trouver la solution. Et évidemment, si on est bloqué à l'origine en bas à gauche, on ne peut pas tracer de droite ici, et donc le perceptron ne trouve pas de solution. Idem pour le dataset horizontal. Si on appuie dessus, dans ce cadre-là, ça ne marchera pas mieux. Évidemment, le dernier qui est en cercle ne marchera pas non plus. Le perceptron cherche des solutions, mais n'en trouve pas. On peut se poser la question suivante, comment changer l'origine de la frontière pour séparer la plus grande diversité de nuages de points? C'est ce qu'on vient de voir, les nuages de points verticaux, horizontaux, pourquoi pas circulaires, etc. On a un outil tout simple à rajouter en fait, aux composantes du perceptron qu'on appelle le biais. Le biais, c'est le petit élément qui a été rajouté ici. Ce petit élément-là, c'est comme si c'était un poids qui était relié à une entrée valant 1. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est comme si on avait une quatrième entrée dans ce cas-là, qui était toujours à 1. Ce biais-là, on s'en sert dans la somme des produits, donc on l'a vu apparaître ici dans la somme des produits, c'est les entrées fois les poids, et puis comme on l'a dit, 1, une entrée factice, virtuelle, fois le biais, et ça participe à notre somme de produits. Le calcul d'erreur est toujours le même. En revanche, la mise à jour des poids, elle, est identique, le biais étant un poids comme un autre, sauf que son entrée est égale à 1. On prend l'erreur, on la multiplie par 1 et on l'ajoute au biais. Donc si on retire le 1 ici, c'est comme si à chaque fois on ajoutait l'erreur au biais, tout simplement. La règle du learning rate s'applique aussi à cette nouvelle composante qu'est le biais. Si maintenant on retourne en arrière et qu'on voit sur l'onglet le rôle du biais, on voit que le biais est présent dans ce perceptron-là. Si on scrolle sur le côté, on voit le dataset de météo qui est représenté comme tout à l'heure. Et cette fois, si on fait un entraînement automatique, grâce à ce nouveau composant du perceptron, on voit que le perceptron ne sépare plus à partir de l'origine, mais sépare à partir de n'importe où dans le plan. Ce qui donne parfois des séparations bizarres. On imagine, nous, instinctivement, en tant qu'être humain, on voudrait faire une droite plutôt à ce niveau-là. Mais le perceptron, n'ayant conscience de rien, c'est une machine qui fait des additions, sépare le dataset de cette manière. Si on reset, on repart d'un point de départ différent, on refait un entraînement, on aura peut-être une séparation différente. Voilà, c'est le cas. On recommence. Et à chaque fois qu'on recommencera, on aura éventuellement une séparation différente. On recommence et cette fois on change le dataset en mettant un dataset vertical. Si on fait un entraînement automatique, cette fois, le perceptron cherche et trouve une position qui permet de séparer les deux nuages de points verticaux. On continue avec la partie horizontale. On arrive également à séparer les nuages de points. Et on va sur la partie circulaire. En toute logique, on ne peut pas la séparer malgré la présence du biais. En fait, le nuage de points circulaire concentrique, de deux cercles concentriques, ne peut pas être séparé par une droite. C'est logique, il n'y a rien qui peut séparer
ce dataset-là si on n'utilise qu'une seule droite. On va arrêter de le faire travailler pour rien, il ne peut pas trouver la solution. Constat, la frontière passe par différentes origines. Plusieurs séparations sont possibles, donc ça c'est très important, en fonction du point de départ du dataset, en fonction de l'aléatoire des poids, le réglage se faisant progressivement et le point de départ étant différent, le point d'arrivée est potentiellement différent. À chaque entraînement, donc, la frontière est susceptible de changer, puisqu'à chaque fois qu'on refait un entraînement, on repart de zéro. On a donc un nouveau point de départ, et donc on a une nouvelle arrivée possible. Un lexique pour terminer ce qui a été vu dans cette introduction au perceptron. Les entrées, ce sont les informations qu'on donne au perceptron, notre contexte météorologique en l'occurrence. Les poids, ce sont les valeurs de pondération, les petits potards qu'on tourne, qu'on cherche à régler, c'est le paramètre à régler pour faire en sorte que le perceptron nous donne la réponse attendue. La fonction d'activation, c'est ce qui nous donne une prédiction, et en fait, ça prend donc la somme des produits en entrée, et ça nous fournit une réponse. En l'occurrence, là, c'était 0 ou 1, parce qu'on avait une fonction d'activation très simple. Il y en a d'autres. Donc la prédiction, c'est la sortie de la fonction d'activation. Donc une prédiction, c'est la sortie d'une fonction. L'erreur, c'est la différence entre l'output et la prédiction. L'apprentissage, c'est l'ajustement des poids en fonction de l'erreur et de l'entrée. Donc, le dernier point, c'est le learning rate concernant l'apprentissage. Et composante supplémentaire du perceptron, le biais, qui permet de choisir l'emplacement de la frontière et donc de ne plus être contraint à avoir une frontière qui commence à l'origine. L'ensemble du lexique qui est là résume le fonctionnement du perceptron dans son acception la plus simple. Partie conceptuelle. Un perceptron peut être considéré comme un synthétiseur. Alors, si on regarde les choses avec un peu de recul, on a une source d'information, qui est donc notre contexte météorologique pour l'exemple. On a un modificateur qui est une équation, la fameuse activation de la somme des produits. Et on a, en sortie de ce modificateur, une nouvelle information, 0 ou 1, que nous, on a interprété comme étant mettre une veste ou ne pas mettre de veste. Et cette nouvelle information, c'est en fait la synthèse des 3 informations qu'on a données, en l'occurrence météo, risque de pluie et vent. Donc, un perceptron peut être considéré comme un synthétiseur d'informations. On a un autre aspect conceptuel intéressant qu'on peut mettre en avant grâce au perceptron. Première chose, si on prend le dataset dans ce sens-là, température, pluie et vent, on a donc 30, 10 et 10 en entrée. Si je prends le même dataset avec vent, pluie et température, on a donc 10, 10 et 30. Pour nous, êtres humains, c'est le même contexte météorologique. Dans ce cas-là, il fait chaud, peu de chances qu'il pleuve, on ne met pas de veste. Mais pour la machine, qui ne comprend que des chiffres, ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'en fait, le sens, l'ordre, la position dans lesquelles les entrées vont être mises, on va mettre 30, 10 et 10 dans le cas du premier dataset, et on va mettre 10, 10 et 30 dans le cas du second dataset. On comprend assez vite que, étant donné qu'on multiplie les entrées par les poids, si on entraîne le perceptron avec un dataset ordonné dans ce sens-là, température, pluie et vent, et qu'ensuite on lui donne les mêmes informations mais dans un ordre différent, les calculs seront complètement faussés. Ce qui fait que le perceptron est un synthétiseur de relations spatiales. Autrement dit, il a une dépendance à la position de ses entrées et il a une dépendance spatiale. Et de cette dépendance spatiale, il est capable de générer une synthèse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été pertinente pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous avez aussi une section
échange par mail dans l'application. Je vous souhaite beaucoup de courage pour continuer ces suites de vidéos. Ciao!